Le collectif Eau nous a rejoint sur le plateau, donc avec Pierre-Yves Pirat et Sébastien Polvech. Donc si je comprends bien, il n'y a pas tout le collectif là. Non, ben, il n'y aurait pas assez de place. Ouais. Actuellement, le collectif regroupe 29 organisations politiques, syndicales, locales et variées aussi, qui regroupent des organisations du Front de gauche, le NPA, les Verts, Europe Écologie Les Verts, des syndicats comme Solidaire au niveau départemental, la CGT LMCU, la CGT Lille et Armentières et environ. On retrouve des organisations locales comme les gens d'LM, le brûlant réveillé. Plus encore, bien sûr, d'autres organisations. Il y a les objecteurs de croissance. Il y a le collectif anti-austérité. Enfin, voilà, c'est varié, quoi. C'est des signataires soutiens, quoi. C'est des signataires soutiens. Soutien et aussi actif, oui, tout à fait. Mais après, je veux dire, il y a aussi peut-être des gens, des oui, et des citoyens, de nombreux citoyens qui sont avec nous. Bien sûr, c'est un collectif d'organisation et de citoyens. Ouais. Donc, la dernière organisation qui vient de nous rejoindre, c'est Agir ensemble contre le chômage, samedi, il y a une semaine. Donc on appelle toutes les organisations qui partagent notre combat, c'est à savoir le retour en régie publique et les premiers mètres cubes gratuits, à venir nous rejoindre. On va essayer de convaincre d'ailleurs sur ces questions-là. C'est ça, parce que l'intérêt d'un retour en régie publique de l'eau, contrairement à ce qui est actuel, c'est... notamment les premiers mètres cubes. La grosse différence, le gros clash qui différencie un service de régie publique d'un... Là, c'est pas le terme, un partenariat public-privé, c'est pas exactement ça, c'est délégation, machin. Actuellement, on a une délégation de service public. Ouais. Ça fait 30 ans que les eaux du Nord ont la charge de la gestion de l'eau sur la métropole lilloise. Alors les eaux du Nord ont été un temps une filiale à 50-50 de Veolia et de Suez, mais depuis la loi sur la concurrence au niveau de l'Europe, Suez et Veolia se sont partagés un peu autrement les marchés et c'est Suez complètement. C'est un contrat de 30 ans qui est bien long et on peut mesurer sur 30 ans quand même quelques difficultés de gestion. Il y a un taux de fuite de 20%. Un taux de fuite, c'est-à-dire qu'il y a 4400 km de réseau et on perd 20% de l'eau qui est transportée. On achète de l'eau en gros à des producteurs d'eau et avant que ça arrive à nos robinets, ça part dans la nature. Alors 20%, un taux de fuite de 20%, quand on le dit comme ça paraît pas énorme. Enfin, ça représente 12 millions de mètres cubes qui partent dans la nature. Ça représente l'équivalent de la consommation d'une ville de 250 000 habitants annuels. Et ça représente 32 litres par jour par habitant de l'île métropole. Donc, vous voyez, c'est quand même pas n'importe quoi. Et ces litres, en plus, sont payés dans la facture des habitants. Alors, bien sûr, oui, ils sont globalement payés dans la facture des habitants, puisqu'en fait... les eaux du Nord ne font pas de perte là-dessus. Après, on fait le constat aussi que cette gestion n'est pas formidable parce que le tarif ne fait qu'augmenter. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Et puis, en plus de ça, il y a des fonds qui ne sont pas forcément utilisés pour l'usage de l'eau. Donc, il y a un scandale qui est actuellement au tribunal où LMCU demande 115 millions d'euros aux eaux du Nord pour des factures de 85 à 97 où les eaux du Nord avaient prélevé des provisions pour faire des travaux mais n'avaient pas effectué les travaux. Donc actuellement on dit que les eaux du Nord auraient fait ces travaux. Mais nous, on n'en est pas sûr. On a fait des calculs. Sébastien, qui est ici, a fait des calculs très précis sur la question. On s'est surtout basé en fait sur les données de la Chambre régionale des comptes, sur des données qui sont publiques. Et la Chambre régionale des comptes estime ce que doit, évidemment avec les données dont elle dispose, au moins elle estime ce que doit la SEN à l'île métropole entre 60 et 100 millions d'euros. L'île métropole, elle chiffre ça à 115 millions d'euros. Maintenant, au-delà du bilan de la SEN qui est effectivement assez désastreux, on pense que la régie, ça permet aux élus
de maîtriser la décision, c'est-à-dire que les tarifs, c'est eux qui en décident. Les marchés relatifs au renouvellement des canalisations, c'est eux qui les notifient. C'est eux qui maîtrisent le rythme de réalisation de ces travaux-là. Et puis, au-delà de la question de qui décide, il y a la question de où part l'argent. Pierre-Yves a parlé à juste titre de la question des provisions inemployées. Il y a structurellement un régime fiscal et comptable qui fait que la régie, c'est moins cher. C'est-à-dire qu'en régie, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. En régie, il n'y a pas de rémunération d'actionnaires. Il n'y a pas de charges qui sont prélevées, qui sont prélevées pour alimenter la maison mère. Il y a tout effectivement un certain nombre de dépenses qui ne se font pas et qui rendent la régie plus intéressante. Et au-delà de la question financière, ce que défend le collectif, c'est dans son objet, c'est la question de la gratuité des mètres cubes d'eau. C'est-à-dire que les DSP ont une délégation de service public, la gestion privée a un mode de fonctionnement qui est par essence productiviste. C'est-à-dire que c'est basé sur une logique où il faut générer du profit, il faut générer du cash pour la multinationale. Donc il faut produire plus, il faut qu'on consomme plus. Nous, on base notre proposition, notre projet politique et social sur une autre logique, sur une logique de préservation de la ressource. Et c'est pour ça que le collectif propose la gratuité des mètres cubes d'eau pour les consommateurs domestiques et une tarification progressive. Là, quelques chiffres peuvent être intéressants. En fait, si on regarde dans les conseils de communauté, on peut aller voir sur le site internet de l'MCU, on peut les consulter, on peut les visionner. Donc on peut aller voir le conseil de communauté de décembre 2007 et aller à la 4e heure. Il y a un expert qui parle de la gestion des eaux du Nord. Et cet expert, c'est le rendu d'un audit, donc c'est quelque chose de très officiel, nous explique que les eaux du Nord donne 7 millions d'euros au siège de Suez, au siège international. 7 millions d'euros. Bon, 7 millions d'euros, qu'est-ce que ça représente ? Imaginez que si on divisait cette somme par le nombre d'habitants et par le prix du mètre cube d'eau, on arriverait à donner 5 litres par jour par habitant, taxes et redevances comprises, c'est-à-dire le prix de l'eau global. Alors, c'est un choix. Est-ce qu'il vaut mieux alimenter de 7 millions d'euros une multinationale dans son siège international ou donner la gratuité pour tous les habitants de la métropole ? C'est une ressource collective. À ce sujet, je faisais quelques petites recherches hier justement sur Suez et quelques petites informations que j'avais quand même trouvées intéressantes. C'est que son PDG, Gérard Mestralet, ne gagne jamais que 3 320 000 euros par an. Et qu'il est, en plus d'être le PDG de Suez et le PDG de Suez Environnement, il est aussi au conseil d'administration de l'entreprise Saint-Gobain, au conseil de surveillance de AXA. Et alors, ce qui m'a le plus surpris, je cite pas tous les conseils d'administration dont il fait partie, ce serait bien trop long. Mais il est également président du conseil du maire de Chongqing, donc la ville-province en Chine, de plus de 30 millions d'habitants. Conseil du maire de Shanghai, alors je pense que ça permet de placer bien tranquillement des marchés sur des villes qui ont des dizaines et des dizaines de millions d'habitants, donc plutôt juteux les affaires, je crois. Et alors il est anciennement au Crédit Agricole, et puis quand même un petit passage intéressant par évidemment le ministère de l'économie et des finances de 82 à 84, ce qui permet d'avoir un certain carnet d'adresses aussi auprès des financeurs publics. Voilà, bon, donc genre de petites informations, en effet les 7 millions qui s'en vont comme ça. Je voudrais intervenir parce que le hasard de la vie a fait que j'ai occupé des fonctions. J'ai été assistant du directeur financier du pôle eau de la Lyonnaise des Eaux du Metz. J'étais son bras droit. Et je ne vais pas garder mes fonctions très longtemps, puisque comme j'étais plutôt un bon financier, j'ai fini par me rendre compte d'un certain nombre de choses qui n'étaient pas tout à fait correctes. Je voudrais dire que c'est très simple. La régie publique, c'est la seule solution. L'eau doit appartenir aux communautés. Pourquoi ? Parce que sinon, en effet, comme l'a dit un de mes camarades à côté, eh bien, avec le système très opaque, au bout du compte, des promenades, des provisions, des charges, etc., on peut faire de la fausse facturation, en veux-tu, en voilà. Et ensuite, pour aller éplucher les factures, les liasses de factures, il faut être très bien organisé, ce que les citoyens ne sont pas.
ou bien ils n'y connaissent rien, ou bien, hélas, ils s'en foutent, ou bien ils n'ont pas à leur disposition des commissaires aux comptes. Ne parlons même pas des collusions entre les cabinets d'audit, de commissaires aux comptes, de vérification, etc. et les multinationales. C'est connu comme le loup blanc. Voilà. Donc la régie publique, c'est la seule possibilité qu'il n'y ait plus des promenades de flux financiers entre le siège des multinationales et puis, je dirais, les compagnies locales ou localisées qui pompent de l'argent sur le dos du contribuable qui n'y connaît rien. Ça permet aussi d'éviter des augmentations tout à fait arbitraires, abusives d'eau. Ça permet aussi le contrôle en local de ce qu'il faut vraiment faire pour la sauvegarde de l'environnement. Parce que quand les choses sont vues d'un siège, on fait des travaux parce qu'il faut faire des travaux, on s'en fout complètement, n'est-ce pas? C'est pas ni dans l'urgence, ni dans le long terme, c'est autre chose, c'est purement arbitraire. Et puis je voudrais aussi ajouter une chose, reprenant l'exemple tout à l'heure des 20% de gaspillage. Mais enfin, soyons simples, pas besoin d'être un grand financier, s'il y a 20% de gaspillage, ça fait un cinquième. Ça veut dire que raisonnablement, tous nos auditeurs doivent se rendre compte qu'il y a un cinquième au moins de leur facture si les choses étaient gérées un peu autrement, si on faisait ce qui doit être fait pour arrêter ce gaspillage, ce qui pourrait être le cas, en quelque sorte, l'ambition d'une régie qui se dit « bon, on va lutter contre le gaspillage, proposer cela », eh bien les gens verraient déjà que potentiellement, il pourrait y avoir la réduction d'un cinquième de leur facture, puisqu'il y a 20% qui se baladent dans la nature. C'est quelque chose de très simple. S'il y a 20% qu'on paye et qui ne servent à rien, ça veut dire qu'il y a un cinquième qu'on peut récupérer sur la facture. Et je ne parle même pas, en effet, des impôts sur les sociétés, de la rétribution des actionnaires. Tout ça, ça fait des lignes qui viennent alourdir la facture et qui disparaissent avec une régie. Et d'autre part, aussi, une régie, c'est beaucoup plus transparent, ça permet la démocratie participative, ça permet je dirais, le regard des citoyens responsables, n'est-ce pas? Et ça évite le financement illicite de la vie politique par des multinationales. C'est possible, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont pas au courant, qui se disent c'est utopique tout ça. Non, ça existe dans pas mal de villes déjà. Et dans plein de pays. Et dans plein de pays. Oui, ça existe déjà. Et bon, juste pour rebondir sur le fait de la DSP, quand une entreprise est payée proportionnellement à la consommation, c'est-à-dire au nombre de litres qu'elle fournit, il n'y a pas possibilité d'économiser l'eau. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où, obligatoirement, plus il y a de gaspillage, mieux c'est pour cette multinationale. Donc on est vraiment dans une logique que nous, on rejette complètement, puisque, en fait, cette ressource nous appartient, cette ressource est collective, on ne veut pas la gaspiller, on veut faire en sorte qu'elle soit préservée, et en plus de ça, l'eau est un bien vital. L'eau est un bien vital qui n'est pas une marchandise et qui doit être considéré autrement, enfin vraiment comme le minimum nécessaire à donner aux personnes. Et pour compléter ce que dit Pierre-Yves, on peut citer effectivement la liste des villes qui sont passées en régie publique. Paris en 2010, tout récemment Rennes, Brest, Nice également, qui est une ville UMP, qui est passée en régie publique de l'eau. Les lacs de l'Essonne. Les lacs de l'Essonne qui sont effectivement passés en régie publique. Le nombre de villes en France et dans le monde qui sont revenus en gestion publique ne se compte pas. Je dirais que en France, c'est des histoires de surfacturation, somme toute, qui restent assez limitées, mais on a vu dans certains pays du tiers-monde des factures qui triplaient et qui tout simplement remettaient en cause l'accès de l'essentiel de la population à l'eau. Et c'est effectivement au minimum vital. Cette chose-là qui est importante, quoi. Et si on prend dans les villes qui sont revenues en gestion publique, les lacs de l'Essonne, c'est un cas intéressant. C'est en banlieue parisienne, c'est Viry-Châtillon. Et donc en fait, le maire, non seulement quand il quitte la délégation de service public de la CEDIF, crée une régie, il baisse le prix de 20%, et en plus de ça, il offre 3 litres par jour par habitant gratuit. Pour 3 mètres cubes. 3 mètres cubes. Alors, 3 mètres cubes, oui. Pour ce qui correspond aux besoins vitaux, quoi. J'ai un exemple encore plus important, puisque revenant du congrès du parti de gauche, j'ai appris que une commune, la commune de Barzas, avait mis en place les 15 mètres cubes d'eau gratuits. Donc effectivement, il y a des choses qui se font. Des communes mettent en place des faibles prix pour les premiers mètres cubes, d'autres la gratuité. C'est en fait une logique qui est inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tarifs sont dégressifs
en fonction du nombre de mètres cubes qu'on consomme. En particulier, il y a une dégressivité pour les usages commerciaux industriels. Il y a l'effet de l'abonnement qui fait que effectivement c'est dégressif en fonction de ce qu'on consomme. Nous, ce que propose le collectif eau, c'est de mettre en place une progressivité, c'est-à-dire que on pense que on doit payer l'eau en fonction des usages. On ne doit pas payer l'eau le même prix selon qu'on se sert de l'eau pour boire ou selon qu'on se sert de l'eau pour remplir la piscine. C'est pas possible. Voilà, ça c'est clair et net comme phrase. C'est clair. Et pour ceux qui veulent connaître un peu plus le pourquoi et le comment, notamment justement la gestion des lacs de l'Essonne, il y a un livre de Gabriel Lamar qui s'appelle L'eau n'a pas de prix, vive la régie publique. Et justement, Gabriel Lamar, il sera le 27 mars. Voilà, Roubaix, ce mercredi à Roubaix, 19h, pour une conférence débat avec au le théâtre collectif Pierre de Roubaix. Ouais. Théâtre Pierre de Roubaix, mercredi 27 à 19h. Voilà. Moi, la question que je voudrais poser, parce que je crois que les auditeurs vont peut-être se demander et la calculer eux-mêmes, c'est, j'ai entendu que nous étions dans un contrat d'une durée de 30 ans. Donc, quand se pose la date de point d'interrogation du renouvellement? Ça, je pense que c'est la bonne question. C'est 2015, hein, donc 2015. En fait, on a la possibilité de renouveler, mais pour le renouvellement, il faut préparer. C'est-à-dire que à partir du moment où la volonté politique s'est exprimée, il faut 2 ans pour préparer, parce qu'on ne change pas, on ne revient pas d'une DSP en régie, et en fait il faut se réapproprier les documents, il faut se réapproprier toute l'intelligence du réseau, etc., parce que en fait la multinationale l'a confisqué, ce qui était public, etc., elle se l'est approprié, et donc tout ça c'est un travail d'ampleur. Et si j'ai bien compris, la date butoir à Lille, la dénégociation, ça serait en juillet de cette année. Voilà, tout à fait. Donc il va y avoir un conseil de communauté le 12 avril où on va continuer à parler de l'eau. D'ailleurs, nous, on appelle un rassemblement devant le conseil de communauté de 13h à 14h le vendredi 12 avril. Donc, rue du Ballon. Rue du Ballon, voilà, tout à fait. Et puis après, le dernier conseil de communauté qui parlera de l'eau, ça sera le 21 juin où des délibérations seront prises. Alors on actera soit le retour en régie publique, soit une prolongation en DSP. Alors quelles sont aujourd'hui, si je puis dire, la température en présence? Parce que bon, je suis pas néophyte au sens qui, au bout du compte, prend la décision. C'est-à-dire qui est responsable? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qui se passe? Comment on s'est engagé? Et qui prendra au bout du compte la décision? C'est-à-dire, qui sait qui fera que ça continue, au bout du compte, ou ça passe en régie publique? On en est où, là, concrètement? Oui, alors il y a un point intéressant à signaler quand même, c'est qu'il n'y a pas une réelle démocratie, hein. On est, quand les communautés urbaines se mettent en place, il y a des prérogatives qui se déplacent, qui sont, donc l'eau fait partie de ces prérogatives qui arrivent dans l'escarcelle des communautés urbaines, comme le logement, les transports, etc. Et il n'y a plus vraiment de débat démocratique autour. C'est-à-dire que rares sont les conseils municipaux qui vont discuter du vote de leurs délégués et puis qui vont après, où il va y avoir restitution, etc. On se retrouve dans une logique où il y a des super délégués qui représentent tout le monde et qui n'ont pas vraiment de compte à rendre. Oui, parce que personne n'a jamais voté. La décision pour se prendra à la communauté urbaine de Lille. Hein. Il y a eu un débat sur l'eau qui a commencé au mois de septembre. Alain Cacheux, à l'époque, qui était le vice-président chargé de cette question à Lille Métropole, avait ouvert les débats en disant que mieux valait une bonne gestion privée à un mauvais montage en régie. Aujourd'hui, à la fois la mobilisation et puis les faits, le procès dont on parlera par la suite, ont changé un peu la donne. Aujourd'hui, Alain Cacheux s'est exprimé en disant que l'attitude de la SEN ne plaidait pas en faveur de la DSP. Donc il est possible, nous on n'est pas dans la tête des élus, on ne sait pas ce qu'ils vont décider réellement pour l'instant, mais la régie devient de plus en plus incontournable. Alors peux-tu préciser qui est Alain Cacheux? Alors Alain Cacheux, effectivement, c'est le vice-président de Lille Métropole, chargé de la question de l'eau. Au bout du compte, c'est Martine Aubry et lui qui trancheront ce sujet-là. Voilà. D'ailleurs, au dernier rassemblement devant le siège de la LMCO où j'étais, en tout cas le dernier où moi j'étais, Alain Cacheux avait été interpellé, avait dit qu'il participerait au débat à la prochaine date avec notamment Gabriel Lamar. Est-ce qu'il est venu?
Oui, en fait, pour la petite histoire, LMCU avait fait trois ateliers de débat, qu'ils appelaient le grand débat public. C'était 3 ateliers le vendredi matin, à l'heure où le citoyen travaille. Donc, comment on peut participer à ça? C'était impossible. Alors nous, notre collectif, avions organisé le 4e débat, celui qui était organisé par les citoyens, un soir, après le travail, etc. Et on a invité Alain Cachot à venir. Il est venu, mais il n'a pas voulu s'installer à la tribune. Il est intervenu des fauteuils de la salle, quoi. Et il a tenu le même propos qu'à son habitude, à savoir que, en gros, c'était comme si c'était logique qu'une DSP existe et c'était naturellement ça la solution, et qu'il fallait que nous lui prouvions qu'il était plus intéressant d'être en régie publique. Ce qui était quand même assez particulier. Normalement, le politique qui s'interroge, il essaye un petit peu de peser le pour et le contre de deux côtés, quoi. Nous, on a continué. J'espère qu'on continue à essayer de lui prouver justement que la régie publique est beaucoup plus intéressante. Donc rappel DSP, c'est délégation de service public, et derrière tout ce bel enrobage, dès qu'on met le mot public, ça sonne public. C'est les Eaux du Nord, c'est le groupe Suez qui fait des bénéfices sur l'eau. Voilà. Alors tout à l'heure, je parlais des 7 millions d'euros qui partent au siège, et je disais on pouvait les transformer en litres gratuits. Mais imaginez, le jour où on est en régie publique, on n'a plus ces 7 millions qui doivent partir. On peut gérer autrement l'eau qui arrive, parce que en fait toute l'eau se gère, la facture, tout ce qui est payé par les usagers paye tout ce qui concerne l'eau. C'est-à-dire que même si on revient en régie publique, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire. On est dans cette enveloppe globale. Il y aura 2 fonctionnaires territoriaux qui seront détachés, c'est-à-dire le président, le comptable, mais ils seront payés aussi par la facture des usagers. Il n'y aura pas donc de flux supplémentaires en termes d'impôts. Ça sera exactement la même situation, sauf que tout l'argent qui sera prélevé retournera sur l'usage de l'eau et pas ailleurs. Et ça, c'est... Je pense qu'on peut parler maintenant du procès, parce qu'effectivement, c'est un développement intéressant qui apporte... disons, qui effectivement rend de plus en plus cette régie incontournable. Si on rappelle les faits, l'île Métropole avait en 2010 tenté d'imposer par manière unilatérale un avenant à la SEN qui diminuait le tarif, qui l'obligeait en fait à baisser sa rémunération, et qui cherchait à obtenir la restitution des 115 millions d'euros relatifs aux provisions inemployées. La SEN a attaqué cette décision devant le tribunal administratif. Le jugement est tombé au début mars. La SEN a gagné sur la forme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer effectivement juridiquement quelque chose de manière unilatérale. SEN, Société des Eaux du Nord. Société des Eaux du Nord. En tout état de cause, la question sera tranchée définitivement à la fin du contrat, s'agissant des provisions. Toujours est-il que aujourd'hui, on a une société privée qui a une attitude complètement arrogante vis-à-vis de la puissance publique, c'est-à-dire qui prend les usagers en otage, parce qu'effectivement, la remise en cause de la modification des tarifs peut se traduire par une augmentation des tarifs que subiront les usagers. Les 115 millions, au final, ils les doivent. J'ai cité les chiffrages de la Chambre régionale des comptes. Ils doivent quelque chose. Donc, il y a une situation véritablement qui est purement et simplement scandaleuse dans cette attitude-là, et qui, de fait, ça pose question sur comment est-ce qu'il serait possible de continuer à travailler avec une entreprise qui a une telle attitude, sachant que d'autres sociétés dans d'autres villes avaient accepté une discussion sur les tarifs. Donc ces gens-là poussent la logique jusqu'au bout. Alors je voudrais quand même inviter à aller voir votre site internet, donc www.collectifo59.com. collectif59o.blogspot.com. Bon, merci, parce que c'est quand même... Il y a un point que je voudrais ajouter. Il est intéressant, il y a le manifeste notamment que vous avez rédigé, qui est très très bien fait et qui plaide très bien pour le retour en régie publique. On peut y lire notamment que ce serait au minimum 12 millions d'euros d'économie de passer du privé au public, et une eau en moyenne 25% moins chère qui s'observe dans les régies publiques plutôt que dans les entreprises quand c'est géré en délégation de service public.
Il y a un point que je voudrais ajouter s'agissant de la question des salariés de la SEN qui ont vocation... Société des Eaux du Nord, les Eaux du Nord. Société des Eaux du Nord, excusez-moi, en parlant d'acronyme. Les salariés de la SEN, à l'issue de l'expiration du contrat, ont de droit vocation à être repris au sein de la régie. Actuellement, ces salariés sont inquiets c'est la peur du changement. Je me souviens d'un débat avec un film Water Makes Money que je vous conseille vivement, où les principaux opposants à la régie publique, c'était les salariés, envoyés par leur petit patron de Suez qui les surveillait s'ils faisaient bien leur travail, de protester contre la régie publique pour vous rester salariés des Eaux du Nord. C'était les principaux opposants de ce qu'il faut ajouter, c'est le contexte aujourd'hui dans lequel on évolue. Et je pense que même pour ces salariés-là, le fait de perpétuer la gestion privée, ça n'est pas une solution. Il faut savoir aujourd'hui que Veoliao vient d'annoncer un méga plan social. Dans ses effectifs, il supprime 1500 postes, 10% des effectifs. On sait également que l'autre grande multinationale, la SOR, a de grandes difficultés financières. Donc, il est clair pour nous, il est de plus en plus clair que les régies publiques de l'eau sont un élément qui protégeront les salariés en les adossant au public. Et donc, c'est un moyen pour nous d'impliquer ces salariés dans un projet innovant, dans un projet qui soit véritablement d'intérêt général. Et on pense d'ailleurs qu'ils doivent être associés aux instances de décision, de la même manière que les usagers doivent être associés à la gestion de cette régie de l'eau. Donc je rappelle le site internet, puisque je m'étais un petit peu embrouillé. Donc collectif59o.blogspot.com, collectif59o.blogspot.com. Il y a une pétition en ligne à signer. Bien sûr. Donc nous invitons chacune et chacun d'entre vous à aller signer en ligne. Et voilà, je voulais simplement préciser ça. Mais en gros, est-ce que pour l'instant, par rapport à l'échéance, juillet 2013 pour le contrat de 2015, est-ce que ça sent bon ou est-ce qu'il faut continuer à mettre la pression et qu'est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent faire? Actuellement, il n'y a que le groupe communiste et citoyen et le groupe Europe Écologie des Verts qui se sont prononcés pour la régie publique, pour le retour en régie publique, mais pour l'instant, il n'y a personne d'autre. Et au niveau du PS, on continue à dire qu'il n'y a pas de position de groupe, mais on verra au moment où il y aura les délibérations ce qui se passera. En tout cas, si le contrat est signé, il ne peut pas être retiré en plus Comment ça se passe dans ces cas-là? Imaginez, ce qu'on peut imaginer, c'est que... Est-ce que même le groupe politique qui serait pour une régie publique pourrait le retirer? Comme ça a été le cas justement en Argentine, en Bolivie, où il y a les contrats signés par des entreprises privées, et puis boum, suite à des mouvements populaires, c'est retiré. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est faire en sorte que le contrat signé soit un contrat d'une durée de 1 an, pour reculer un petit peu l'échéance. Enfin, il y a des possibilités d'avancer autrement. Je voudrais revenir sur la notion de premier mètre cube gratuit. Souvent, ça interpelle les gens. Pourquoi on dit ça comme ça? Et puis, en plus de ça, les gens ont l'habitude de dire que rien n'est gratuit, que les choses ont un prix, etc. En fait, nous, si on dit les premiers mètres cubes gratuits, c'est pour garantir l'accès universel à l'eau à tout le monde. Et donc, et ça, c'est quand même important. Alors, c'est bien sûr que c'est pas gratuit, que c'est une charge solidaire. Peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse au niveau de la métropole à combien de litres par jour qu'on peut financer. Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir avec les citoyens. Ça serait une façon de les associer à la gestion de l'eau. Mais quand on donne les premiers mètres cubes gratuits, on est dans une logique de dignité. On fait en sorte que chaque être, chaque citoyen a ce qu'il faut pour le minimum d'existence. Par contre, quand on est dans une logique du payant, comme ça existe actuellement, on est dans une autre vision de la société, on est dans une vision où la personne qui ne peut pas payer, soit a des coupures d'eau, soit doit aller voir des assistants sociaux pour avoir une aide, etc. On est dans une logique caritative, on n'est pas dans une logique de dignité, on est dans une logique d'assistanat. Et il est à souligner que souvent, les gens qui critiquent la gratuité, c'est-à-dire ceux qui sont pour le payant, sont les premiers à critiquer l'assistanat. Alors c'est ce qu'ils mettent en place qui favorise finalement l'assistanat. Voilà, qui favorise le fait de mettre les gens en situation d'être assistés. Tout à fait. Or, et puis en fait, chercher de l'aide sociale tout le temps, c'est stigmatisant. C'est-à-dire quelle société que peut-on rêver? Enfin,
vivre dans une société, on doit toujours montrer qu'on est un exclu pour avoir une aide ou pour avoir un accès à quoi que ce soit, ou est-ce que c'est pas mieux d'avoir un accès à tout de façon égale, effectivement, etc. ce que dit Pierre-Yves, il y a une étude qui a mis en évidence que le non-recours était plus important que la fraude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'aborde aussi. Effectivement, les conditions pour réclamer, enfin pour obtenir les aides sont tellement complexes que les personnes qui bénéficient de ces droits sont tellement stigmatisées qu'une part importante d'entre elles ne les demandent même pas et n'en bénéficient même pas. Et puis fraude fiscale égale 265 fois fraude sociale. Voilà. Voilà. Et